Bienvenue sur Connexion. Cette émission se concentre sur l'écosystème des télécoms et des MSP français. La notion de guichet unique, elle est quand même assez importante. Je pense que c'est quelque chose que les clients attendent aujourd'hui. Ils en ont marre du rebond entre ah mais c'est lui, machin, ah mais non c'est l'opérateur, c'est le truc. C'est vrai que la promesse de guichet unique, interlocuteur unique, elle est quand même forte et attendue du marché. Il y a deux grands outils importants quand on veut faire du MSP. Il y a le premier outil qui est vraiment un outil, on va dire, de gestion technique qui s'appelle un RMM, c'est-à-dire Remote Monitoring and Management. Puis après, un autre gros écueil, c'est le prix. Souvent, les gens se mettent beaucoup trop bas en termes de prix. Et du coup, si tu as un prix trop bas, on parlait des outils, etc. avant, mais si tu as un prix trop bas, bah, tu peux pas t'outiller correctement. Beaucoup d'IA dans les outils de sécurité, mais c'est surtout pour, par exemple, identifier dans une grande masse d'informations des trends ou des trucs un peu anormaux, si tu veux, un comportement inhabituel. Et c'était aussi le cas, effectivement, avec le problème qu'il y a eu chez CrowdStrike, où toutes les machines étaient écran bleu, mais en fait, bon, si elles n'étaient pas bitlockées, ça allait, mais si elles étaient bitlockées, il fallait en plus connaître la clé. Donc, pareil, même problème, il fallait l'avoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Bress, CEO de BMSP. Thomas est un pionnier du milieu. En 10 ans, il a créé la communauté des MSP en France. Alors, on a abordé des thèmes à forte valeur ajoutée ensemble. Faire ses premiers pas dans les services managés, les erreurs à éviter, les outils nécessaires, le marketing, les tendances aux US, et tout ça en moins de 30 minutes. Alors, c'est parti! Bonjour Thomas, merci de venir nous parler du monde des MSP. Je t'invite à te présenter. En tout cas, déjà, merci Paul-Antoine de me recevoir. Ça fait super plaisir. Donc, moi, je suis Thomas Bress, je suis le fondateur de BMSP. On est un VAD ou un distributeur spécialisé dans les solutions MSP. Puis, on opère sur le marché français depuis une dizaine d'années. Est-ce que tu peux définir un VAD pour les Ouais, non-initiés? c'est une bonne question. En fait, VAD, ça veut dire Value Added Distributor. Alors, vous avez les distributeurs très généralistes, comme tout le monde connaît les Ingram, les Tech Data, les Synex et compagnie. Et un VAD, c'est un distributeur qui est un peu plus, on peut dire, niché, quoi, qui est vraiment spécialisé sur quelque chose d'assez précis et surtout qui a la valeur ajoutée sur souvent une composante de service, d'accompagnement, d'intégration qui va être assez forte. Ok. Donc là, tout de suite, tu mets les pieds dans le plat. Tu différencies déjà le modèle MSP du modèle qu'on pourrait appeler CSP. Euh, ouais, souvent En fait, je pense que dans France, on entend beaucoup parler de CSP via Microsoft, mais le CSP est plutôt lié, je pense, aux aspects cloud. Et d'ailleurs, c'est comme cloud, alors que le MSP a une connotation beaucoup plus large en termes des types de prestations qu'on peut opérer. Je parlais avec un prospect il n'y a pas longtemps qui était pareil, très niché sur une techno et lui il concevait justement le fait de pouvoir concevoir une offre de service, que ses clients aient des choses on-prem, en cloud, en hybride, peu importe. L'idée c'est j'opère les services de mes clients de manière globale, que ça se trouve, alors que le CSP est quand même beaucoup plus connoté cloud. Hmm. Ouais, t'as pas cette dimension service. Euh, on est allé, je pense, vraiment directement les deux pieds dans le plat avec MSP, CSP. Donc, pour rappel, hein, CSP, c'est un Cloud Service Provider et MSP, c'est un Managed Service Provider. Et c'est ce mot manager qui est hyper important dans la définition. Et là, tu en parleras certainement mieux que moi. Oui, donc qu'est-ce qu'on entend derrière cette notion de management ou de gestion? Pour nous, il y a trois un peu composantes très importantes dans la notion de MSP. Euh, et justement, quand on parle de gérer, en fait, c'est bien géré, quoi, en fait, hein. Donc, c'est quelque chose qui est bien géré chez le client. Alors, pour nous, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà un côté très important qui est le côté proactif, c'est-à-dire je vais gérer pour faire en sorte que mon client, il ait jamais de problème, que son infrastructure fonctionne tout le temps, qu'il ait jamais, voilà, que ça roule, quoi. Et pour que ça roule, eh ben, il faut anticiper, il faut surveiller, etc. Donc, il y a plein de choses à faire, en tout cas, pour avoir une approche proactive.
qui est un peu justement, dans les modèles plus classiques, on est plutôt en mode support, j'ai une hotline, j'attends que le client m'appelle quand il a un Mm. problème, quoi. Et puis là, je vais regarder ce qui se passe. Donc ça, c'est une composante importante. Et puis après, l'autre côté, c'est surtout un côté très industriel ou automatisme. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que je vais pouvoir opérer de manière très efficace. Parce qu'une des composantes aussi du MSP, c'est le modèle forfaitaire, comme dans le télécom, hein. Tu factures ta ligne, tu factures pas en fonction de ce qui se passe sur son lien. Et du coup, bah, comme c'est forfaitaire, mais qu'il y a quand même une notion de service rendu, hein, de temps homme, et ben, du coup, il faut être efficace. Et donc, pour ça, il y a cette notion d'automatisation qui va être aussi importante. L'idée, c'est de pouvoir être très efficace dans cette gestion proactive, hein. Super, ça en plus c'est des choses qu'on verra en plus un petit peu plus tard. Juste, est-ce que tu peux me donner un ou deux exemples de produits qu'on peut acheter chez BMSP? Ça permettra de un peu d'avoir quelque chose de substantiel Mhm. derrière. Ouais, ouais. Alors que c'est vrai que souvent, les sociétés de services IT, les ESN, on va dire les premiers produits qu'on va entendre parler de MSP, c'est des produits que les gens connaissent souvent déjà, comme des outils d'antivirus, de sauvegarde. Souvent, c'est un peu les premiers produits où on entend parler de mode MSP. Or, souvent, c'est surtout un mode de licensing, hein, plus que vraiment une transformation du prestataire dans le mode MSP. Mais après, il y a deux grands outils importants quand on veut faire du MSP. Il y a le premier outil qui est vraiment un outil, on va dire, de gestion technique qui s'appelle un RMM, c'est-à-dire Remote Monitoring and Management, donc gestion, supervision à distance, qui revient un peu sur la définition de base du MSP. Donc ça, c'est des outils qui permettent d'opérer dans une console unique l'ensemble de ses clients, de surveiller les serveurs, de prendre la main sur les postes, de déployer des applications, etc. Mais l'idée, c'est de pouvoir voilà, gérer sur des aspects techniques l'ensemble des parcs des clients pour justement avoir cette démarche proactive, industrielle. Et puis après, il va y avoir un autre outil qui s'appelle un PSA, Professional Service Automation. Alors, Professional Service en anglais, ça veut dire prestation de service, hein, tout simplement. Donc, pour automatiser la prestation de service. Donc, ça, c'est des outils qui sont plus là pour faire un back-office, en fait. Comment être bien organisé, bien structuré, avoir des process. Donc, ça va être des outils qui vont inclure des notions de ticketing, de projet, de suivi de temps, de contrat, ce genre d'aspect. L'idée, c'est d'avoir un service un peu bien carré, quoi. Ça, c'est les deux briques essentielles. Puis après, effectivement, autour, il y a pléthore de solutions qu'on va pouvoir plugger dessus. Mm. Ah, très bien. D'ailleurs, ça me fait penser, tu avais fait un post LinkedIn, là quand il y avait le petit bug Microsoft, et tu montrais que tu pouvais remonter rapidement, grâce à ton PSA, les instances des clients. Ça devait être sur le RMM. C'était quand il y avait eu le bug de CloudStrike. Ah oui, Oui, c'était c'est sur. ça. Ouais, en fait, c'était par rapport à BitLocker, hein, qui est souvent maintenant déployé sur les postes en standard. Et effectivement, si un coup ton poste a un problème, effectivement, là, en l'occurrence, c'est Microsoft qui avait poussé une mise à jour un peu problématique qui fait qu'au démarrage, bah, le PC demandait la clé BitLocker. Donc, si tu l'avais pas noté sur un bout de papier, bah, tu étais un peu perdu. Et du coup, bah, typiquement, c'est ce qu'un RMM, vous pouvez mettre en place une récupération automatique des clés BitLocker. Et puis, comme ça, c'est impeccable. Et c'était aussi le cas, effectivement, avec le problème qu'il y a eu chez CrowdStrike, où toutes les machines étaient écran bleu. Mais en fait, Mm. bon, si elles n'étaient pas bitlockées, ça allait. Mais si elles étaient bitlockées, il fallait en plus connaître la clé. Donc, pareil, même problème, fallait l'avoir. Là, c'est en cascade. Mm, Euh, donc là, tu vois, tu viens de définir un peu le modèle MSP, ce que tu peux produire toi derrière. Euh, et comment est-ce que tu définirais les différences majeures entre le modèle MSP et le modèle télécom traditionnel sur lequel on retrouve surtout la plupart de nos clients et sur lequel les métiers convergent? mm. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de similarités. Déjà, les deux ont un mode forfaitaire d'abonnement, hein, donc ça, c'est quelque chose qui est déjà commun. Euh, je pense que les opérateurs aussi télécoms ont vraiment aussi déjà cette notion de superviser les infrastructures, etc., on surveille les liens, donc c'est aussi pareil, c'est quelque chose qui est déjà fait. L'idée, c'est de... Bon, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à appeler son opérateur quand le lien tombe, mais bon, en général, il est déjà au courant. Enfin,
Tu m'arrêtes si je me trompe, mais voilà. Normalement. C'est normalement, voilà, normalement. Et puis aussi ce côté aussi très industriel, c'est-à-dire que chez l'opérateur, tout est géré en global, il y a une vue unifiée de tous les clients. Donc je dirais que c'est un service managé un peu cliché, mais Mm. c'est une forme de service managé. Ouais. Depuis quelques années, du coup, les métiers convergent. Et il y a des enjeux qui sont directement liés à ces métiers. Toi, tes clients qui vont vers le MSP, vers le télécom plutôt, qu'est-ce qui les fait aller vers ce milieu? Et quand toi, tu attires un opérateur télécom, qu'est-ce qui fait converger? Mm. Ouais, c'est une bonne question parce qu'on observe les deux en fait. Il y a le deux, là où avant on avait vraiment deux métiers, l'IT, le télécom. On observe que de part et d'autre, en fait, ils ont tendance à aller vers le terrain de l'autre. Euh, alors je pense que ceux qui font de l'informatique, bah, en fait, ils se rendent compte que aujourd'hui, pour eux, intégrer des notions de télécom et dans des choses un peu familières, hein, donc c'est un peu tout l'avènement de la voix sur IP. Voilà, c'est des équipements réseau, c'est des softphones, c'est des logiciels. Donc il y a beaucoup de notions qu'ils maîtrisent, toutes les notions de réseau, etc. C'est des choses qu'ils connaissent. Donc, on va dire avec peu de montée en compétences, ils arrivent quand même à intégrer ce type d'offre assez facilement, hein, s'ils s'y mettent un peu d'effort. On va dire c'est accessible pour eux. Et puis je trouve que de l'autre côté, peut-être sur le côté télécom, tu m'arrêteras, tu pourrais me donner ton idée, mais je pense que c'est peut-être un peu un côté défensif où du coup ils voient que bah, les gens de l'IT vont de plus en plus sur leur terrain, alors ils se disent bah, moi aussi je peux faire pareil, je peux pouvoir développer des services IT complémentaires. Alors des fois ça peut être, je pense, peut-être juste des services de sécurité ou de sauvegarde, mais on va dire des choses qui sont dans le domaine de l'IT, mais qui peuvent avoir un formatage d'offres un peu similaire à du télécom, donc qui peuvent aussi, ils savent, je pense que les télécoms sont meilleurs pour tout ce qui est vente, etc., vente d'abonnements, c'est chose qui est plus familière, donc des fois ils arrivent à étendre leurs offres comme ça avec des offres complémentaires dans le monde de l'IT. Bah, pour répondre à ta question, moi, sur les opérateurs qui se lancent dans la MSP, il y a pas mal de défensifs, effectivement. Hein, de se dire, bah, si quelqu'un rentre, il va me prendre le lien et puis les licences, etc., et c'est fini, je perds tout le client. Donc vraiment, histoire de, c'est pas beau à dire, mais de bloquer le client, parce qu'au final, on devient un interlocuteur unique. Et de l'autre côté, c'est aussi une question de rentabilité, de upsell. J'ai un parc de clients, j'ai 100, 200, 300 clients. Pourquoi est-ce que je ne leur fournirais pas des services en plus et donc avoir un peu plus de marge? Donc c'est un peu ça qu'on remarque nous, de notre côté. Mm. Oui, oui, ça va un peu dans ce sens-là. Je pense que chez les gens de l'IT, tu as aussi une notion, mais ce que tu disais un peu, sans, sans vouloir loquer, mais en tout cas avoir une maîtrise de l'ensemble des éléments qu'il y a chez un client. Parce que plus on maîtrise d'éléments, moins on a de surprises, moins on est dépendant d'un autre. Et donc c'est vrai que d'intégrer aussi ces notions de télécom ou du C as a service, hein, du coup, ça leur permet de pouvoir mieux répondre à toutes les problématiques, tous les besoins que leurs clients peuvent avoir et avoir un peu cette notion de... La notion de guichet unique, elle est quand même assez importante. Je pense que c'est quelque chose que les clients attendent aujourd'hui. Ils en ont marre du rebond entre ah mais c'est lui, machin, ah mais non c'est l'opérateur, c'est le truc. C'est vrai que la promesse de guichet unique, interlocuteur unique, elle est quand même forte et attendue du marché. Bah, surtout qu'en termes de marketing, hein, tous les opérateurs de proximité ou les informations de proximité, le but c'est de dire je suis à côté. Donc s'il y a un problème, tu sais sur qui taper. Et toi, dans tout ce milieu-là, est-ce que tu vois de la friction, des obstacles concernant l'adoption des services MSP ou ça roule tout seul ou bien il y a vraiment des choses à lever? Euh, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'éducation des clients, surtout s'ils ont, pour l'IT en tout cas, ils ont souvent été habitués à des formats de prestations plus liés au temps passé, d'une manière ou d'une autre, et en fait, ils sont plus habitués à payer quand ils ont un problème que payer pour que tout roule. Donc, il y a beaucoup d'éducation des clients à faire à ce niveau-là. Euh, et un peu lié à ça aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de problématiques liées à la sécurité. Donc en fait, aujourd'hui, pour bien gérer et bien sécuriser l'informatique d'un client, bah, il faut faire beaucoup plus de choses qu'il y a 10 ans en fait, hein. Donc, Hmm. et fatalement, bah, ça a aussi un coût, quoi. Donc ça, c'est quand même pas toujours facile à faire comprendre aux clients. Donc voilà, il y a beaucoup d'éducation. Ouais, ouais. Mm. Hmm.
Ouais, il y a 15 ans, il y avait un mec qui avait Internet dans toute la boîte, et maintenant il y a tout le monde, et ils arrivent avec leur 4G. Tu peux faire des ponts pour passer par-dessus des interdictions à la direction, et là, ça crée des problèmes, et donc du risque, et donc ça a un coût, tout simplement. Un petit tour autour de nous, pour pas être nombriliste. Est-ce que nous, le marché français, il a des spécificités en Europe par rapport à nos voisins ou également par rapport au marché US? Ouais, il y a pas mal de différences. Il faut savoir que le MSP, c'est apparu aux États-Unis, voilà, dans les années 2005 environ. Mhm. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs qui sont là-bas et en fait, c'est un secteur qui a eu beaucoup de croissance rapidement. Et tous ces éditeurs se sont surtout concentrés sur les pays anglophones. Donc, les pays anglophones, en fait, ils ont pris une énorme avance Mhm. sur le sujet. Ça arrive gentiment en France, mais on dit souvent que les US, ils ont 5 à 10 ans d'avance. Et après, en Europe, c'est assez hétérogène. L'Angleterre, l'Irlande, les Pays-Bas, les pays nordiques sont les plus avancés. La France, l'Allemagne, c'est un peu équivalent avec, je dirais, une posture un peu, on va dire, voilà, on peut pas trop changer, voilà, un peu traditionnel. Et puis après, encore derrière, tu vas voir Italie, Espagne, voilà, les pays plus latins, où là, c'est encore un peu plus en retard, hein. Ok, je comprends. Bah, tiens, ça c'était de mes dernières questions. C'était à quoi ressemblera l'avenir des MSP dans 5 ou 10 ans? On était dans la conclusion à ce niveau-là, sauf que tu viens de dire que les US, ils ont 5 à 10 ans de retard, d'avance, Mhm. pardon. Du Mhm. coup, ils en sont où? Mais qu'est-ce qui va arriver chez nous? Euh, oui, alors là-bas, il n'y a que des MSP, hein. D'accord. Donc le mode traditionnel existe beaucoup moins maintenant, hein. Je sais pas en proportion, mais on va dire, et du coup, aujourd'hui, un client final, il choisit entre différents MSP. Donc, en fait, ils ont beaucoup travaillé. Les meilleurs MSP, c'est des MSP déjà qui arrivent à facturer excessivement cher leurs prestations et qui vont vraiment sur les aspects business. C'est-à-dire qu'en travaillant avec moi, je vais vous aider à faire en sorte que votre entreprise puisse continuer à se développer, etc. Donc, en fait, ils amènent vraiment l'informatique comme un levier de croissance euh, pour les clients. Donc, ça, c'est un des aspects forts, c'est-à-dire qu'ils se positionnent vraiment comme voilà, tiers de confiance. Il y a vraiment toute une posture autour de ça. Et après, l'autre côté, c'est le côté sécurité, où c'est pareil, ils sont très en avance. Donc, la notion de. Aujourd'hui, on commence un peu à parler de ce qu'on appelle de SOC manager ou de choses comme ça. C'est-à-dire, en fait, c'est des équipes externes qui surveillent la sécurité pour toi. En 24/7, hein, qui est vraiment un des trucs un peu complexes. Donc ça, c'est des sujets qu'on commence à voir. On en parle en France, mais si tu veux, c'est pas du tout démocratisé. Je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas le pourcentage, mais voilà, c'est quelques pourcents des boîtes qui ont ce type de service. Alors qu'aux États-Unis, c'est des choses qui sont dans les offres des MSP depuis des années, quoi. C'est même pas un sujet, quoi. C'est en standard, quoi. Donc après, voilà, il y a encore beaucoup de choses. Mais après, la sécurité, c'est un secteur où ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'éditeurs qui arrivent. Puis beaucoup de choses qui se démocratisent. Je pense que les prix de la sécurité, des outils de sécurité ont tendance à baisser aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Il y en a qui disparaissent, donc ça devient de plus en plus mainstream, ouais. Surtout que il y a l'IA, l'intelligence artificielle, qui commence aussi à bien se propager dans ce type d'outils, j'imagine. Euh, c'est quoi la place de l'automatisation de l'IA dans les années à Ouais, venir, évidemment? ouais, ouais. Bah, il y a deux aspects. Il y a le côté automatisation et le côté IA. Donc le côté automatisation, c'est des choses qu'on retrouve de plus en plus maintenant. C'est surtout la grande problématique, c'est d'arriver à orchestrer des actions dans une multitude d'outils différents qui peuvent être intégrés. Donc maintenant, on a vraiment des outils un peu d'orchestration qui permettent d'aller, bah tiens, tu as un nouvel employé, tu remplis un formulaire et puis ça va venir te créer le compte sur Microsoft, te provisionner la licence, te préparer le poste, envoyer un mail de bienvenue, créer un ticket pour les équipes, etc. Donc tu vas avoir ce genre de process qu'on va retrouver, ce qu'on appelle le RPA, Robotic Process Automation. Donc là, c'est vraiment une des grosses tendances. Et l'autre tendance, c'est l'IA, alors qui a différents, on va la retrouver à différents endroits. Ça va être là pour tout ce qui est un peu lié au LMM, hein, donc tout ce qui est un peu style ChatGPT. On va être dans tout ce qui va être textuel, communication, on va les retrouver.
Donc typiquement, bah tiens, fais-moi un résumé de tout ce qui s'est passé dans ce ticket, donc ça va te faire une petite synthèse, et puis fais-moi-en une version un peu vulgarisée que je puisse envoyer à mon client, par exemple. Tu vois, tac. Donc des choses comme ça, ou pour faire des réponses, des choses comme ça. Tu peux avoir aussi des suggestions de résolution, par exemple. Donc voilà, il y a un nouveau ticket, l'IA va te proposer une résolution. Donc ça, c'est un peu ce genre de choses qu'on voit. Après, on le voit aussi sur la partie code. Crée-moi un script pour faire ci, pour faire ça en PowerShell. Donc ça, c'est des choses qu'on commence à voir. Et puis après, il y a aussi beaucoup d'IA dans les outils de sécurité, mais c'est surtout pour, par exemple, identifier dans une grande masse d'informations euh, des, euh, Des des failles. trends ou des trucs un peu anormaux, si tu veux. Un comportement inhabituel client, par exemple. Tu vois. Ah bah oui, mais normalement, les gens se loguent entre 8 et 9 heures. Bah tiens, c'est bizarre, là, il y en a, il s'est logué à 6 heures et puis il a fait une action qui est pas, qui est pas habituelle chez ce client-là, par exemple, tu vois. Mais c'est Hmm. réussir à détecter dans une énorme masse d'infos des trucs qui pourraient être un signe d'intrusion, par exemple. Ouais, mais mine de rien, je pense à des cabinets d'avocats. Tu as quand même des notions de confidentialité. Et tu peux dire, tiens, c'est bizarre, tu as un collaborateur qui vient, il se connecte plus tôt et peut-être qu'il, je sais pas, il gère des dossiers un peu bizarrement ou il envoie des données à qui il devrait pas. Ça peut se repérer. Donc, tu as ce côté un peu préventif, dire, attends, tu as un truc bizarre, mieux vaut dire. Enfin, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, ça permet de mettre en place ces outils de surveillance. C'est assez intéressant là-dessus. Mais c'est-à-dire que tous ces outils dont tu me parles, ça a forcément un coût. Donc, enfin, un MSP, un opérateur télécom qui veut dire MSP, quelqu'un qui veut rajouter cette corde à son arc, a forcément un enjeu de rentabilité parce que tu fais des forfaits, mais dedans, tu mets X éléments. Donc, comment est-ce que tu fais pour être rentable en tant qu'MSP? T'as quoi comme levier? Ouais, c'est une bonne question. En fait, la rentabilité d'un MSP, alors tu as les recettes, hein, c'est l'abonnement qui facture, et puis après, il a des coûts, hein. Donc ces coûts, c'est ses outils et les équipes qui opèrent le client, hein. Donc il y a les deux. Et dans cette notion opération des clients, bah, après, c'est fonction si tu es bon ou pas. Mais par exemple, si tu as vraiment très bien travaillé la proactivité, bah, du coup, en fait, tu vas baisser le nombre de tickets, donc moins d'appels, moins de demandes. Si tu travailles aussi très efficacement avec de l'automatisation, etc., c'est pareil, tes tickets, tu vas les résoudre très vite ou en automatique. Donc tout ça fait que tu vas réduire ton coût. Donc en fait, ta profitabilité, il faut regarder à la fois le coût des outils et le coût pour les opérer. Donc c'est toujours un calcul à faire quand tu choisis un nouvel outil, c'est de regarder le ROI global d'un outil. Parce que si tu regardes juste le coût de l'outil, c'est pas forcément pertinent. Parce que peut-être que si un outil te coûte 5 euros, mais qu'il te fait gagner n'importe quoi, 1 heure par mois, bah en fait, tu gagnes, tu vois. Donc après, il faut toujours ramener ça au temps. Surtout en France et dans l'IT de manière générale, hein, où la ressource humaine, c'est compliqué d'embaucher, les profils sont rares, etc. Bah, le monde du travail en France aussi, c'est un peu compliqué, hein. C'est pas le pays le plus friendly sur cette partie-là. Donc, voilà, si ça te permet d'être un peu efficace avec le même nombre de ressources, c'est toujours plus intéressant. Et tu as des erreurs courantes à éviter, enfin, vu que je pense que tu en as lancé des dizaines ou des centaines d'MSP avec BMSP, je pense que tu as dû en voir se casser les dents sur des erreurs classiques. Les erreurs classiques, souvent, ça va être il y a plusieurs choses, mais déjà, c'est d'avoir un discours des fois trop technique, c'est plus la partie commerciale, mais en fait, ils s'équipent avec des outils, voilà, bah, ça fait papa-maman, hein, ça fait un peu rêver. Et du coup, en fait, ils partent de ça, eux, ça les fait kiffer. Et du coup, ils vont voir le client et ils essayent de vendre ça. Mais en fait, le client, lui, il s'en fout, il veut juste que ça fonctionne, quoi. Donc, il faut réussir à transcrire ça en quoi est-ce que c'est intéressant pour le client, c'est quoi les avantages, etc. Mais vraiment dans ces mots. Puis après, un autre gros écueil, c'est le prix. Souvent, les gens se mettent beaucoup trop bas en termes de prix. Et du coup, si tu as un prix trop bas, on parlait des outils, etc. avant, mais si tu as un prix trop bas, bah, tu peux pas t'outiller correctement. Tu peux pas mettre les moyens pour faire du bon service. Et du service, justement, tu vas avoir cet effet qui va faire que tu vas venir réduire
le bruit, créer un truc super efficace, bah, ça demande de l'investissement, du temps. Mais si tu vends trop bas, bah, tu peux pas t'en sortir en fait. Ouais, tu peux te dire, tiens, je fais la facilité, je vais faire une offre un peu starter, etc. Sauf que là, tu te tires une balle dans le pied direct, mais je vais aller choper un client ou deux bien où tu peux construire dessus pour ensuite développer le reste, quoi. Oui, et puis souvent, ce qu'on observe, c'est que c'est un client un peu starter, comme tu dis, que tu prends très bas. Souvent, c'est des clients que de toute façon, tu vas pas faire réussir à monter de gamme. Dans la Mm. pratique, tu te dis que tu vas réussir, mais en fait, dans la pratique, ils restent là. Ouais. Parce que c'est des clients cheap, hein, tout Mm. simplement. C'est des clients qui veulent du pas cher. Et puis, bah, du coup, souvent, c'est aussi les plus pénibles, quoi. Donc, non seulement Mm. tu as un client pénible qui Ouais, c'est t'appelle avec vrai. des problèmes tous les 4 matins, et en plus, il te donne pas beaucoup d'argent. Et en plus, ton contrat, il est pas assez carré, tu peux pas le facturer pour le support payant parce qu'il va poser 10 Voilà, fois la même question et là, tu l'as dans l'os. exactement. Je vais revenir sur la vulgarisation parce que tu as parlé des États-Unis où ça fait un. Ils te positionnent ça en market en termes de business. Je ne suis pas un centre de coût, je suis un centre de performance. Donc ça, on l'entend. En France, on va plutôt se présenter comme un centre de coût, mais de protection, si j'entends bien, mais aussi bah, la cybersécurité. Ça parle à tout le monde de ne pas se faire pirater, mais tout le monde, enfin, le, le commun des mortels, ils ont tous le même mot de passe, la même adresse email pour se connecter partout, parce que c'est pas encore assez diffusé. Et cette problématique de vulgarisation, on la retrouve aussi dans les télécoms. Je fais un parallèle parce que j'ai une petite anecdote sur ma mère, qui a un petit cabinet d'avocat, et on lui présente une offre avec du 3CX et du trunk SIP, elle ne comprend pas. Et elle m'appelle, l'opérateur c'est un copain, elle m'appelle, elle me fait: «Mais est-ce que ça téléphone?» «Oui, c'est bon, ça téléphone». C'est juste ça. Donc est-ce que je suis protégé par mon MSP? Oui. Si j'appelle, on me répond: «Oui» et j'ai mes licences Microsoft, machin. Très bien. Voilà, des fois, c'est aussi simple que ça. Oui, parce qu'en fait, les clients finaux, eux, ils ont des besoins, je vais pas dire assez basiques, mais voilà, ils veulent que ça tourne, ils veulent pas être emmerdés, pas perdre de temps tous les matins. Ça reste, c'est souvent assez binaire, quoi. Surtout dans le monde de la TPE-PME, quoi, hein. Eux, ils ont d'autres choses à faire que de s'occuper des problématiques de téléphone ou autre. Et voilà, Ouais, ils veulent ça juste tourne. que ça, ils veulent juste que ça marche. Souvent, tu pourrais, tu C'est sais, ça. ouais. Même si ça passe qu'il y a derrière, c'est que ça tourne. Exactement. Quelque part, ce qu'il y a derrière, ils en ont pas grand-chose à faire, hein, ouais. Mmh. Alors, comme question, je m'étais aussi noté: quelle stratégie recommandes-tu aux entreprises télécoms et aux MSP pour maintenir leur compétitivité à long terme? Je pense que tu as déjà un peu répondu enfin, parmi les différentes questions, mais si tu pouvais un peu résumer ça, ça serait assez intéressant. Mm. Ouais, c'est une bonne question. Euh, alors, je pense qu'il y a il y a toute la vague. On a parlé un peu de sécu, etc. Mais tu vas avoir aussi tout ce qui va être un peu conformité. Par exemple, là, il y a les NIS 2 qui arrivent, etc. Donc, je dirais quand même monter en compétence sur tous ces aspects-là. Ça sera clé dans les années à venir. Parce que je pense qu'il y a un moment, que ça soit poussé par les assurances cyber, les conformités, etc. Si tu n'as pas le minimum syndical en termes de conformité, en fait, tu seras hors marché, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Après, je pense qu'il faut aussi ouais, surveiller voilà, tout ce qui est automatisation, IA, etc. Vaut mieux, parce que ça bouge. ChatGPT, il y a 2 ans, parlait pas, quoi. Donc c'est un truc qui bouge quand même super vite. Moi, je commence à m'amuser un peu. Ah, ouah, tu as des trucs quand même incroyables, quoi. Donc c'est sûr que je pense que ceux qui arriveront à en tirer vraiment la quintessence, ils auront vraiment un avantage assez compétitif. Euh, et puis bien se recentrer sur le client. Ça fait longtemps que je le dis, mais avant, tu sais, il y en a beaucoup, ils facturaient pas au serveur. Ouais, tiens, c'est tant le serveur, etc. Mais je dis, bah non, ça faut arrêter, il faut facturer à l'utilisateur parce que demain, des serveurs, il n'y en aura plus, quoi, hein. Déjà, maintenant, ils passent un peu dans le cloud, mais maintenant, on est dans le monde des apps, du Microsoft 365, etc., quoi. Les serveurs, il y en aura plus. Enfin, ils n'existeront pas en tant que tels, quoi. Donc, il faut s'adapter à ce nouveau monde et se recentrer sur l'utilisateur. Et comme tu dis, en fait, les utilisateurs, ils seront toujours là, hein. Donc, si tu veux rester longtemps, concentre-toi sur l'utilisateur, fournis un bon service, bien sécurisé, optimise à fond, et puis ça va rouler, quoi. Ah bah, c'est bien parce que je vais te proposer de dire un dernier mot conseil de nos acteurs télécoms MSP. C'est très clair, hein, c'est vraiment se focus sur l'utilisateur. Finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve dans tous les métiers.
le focus client. Et maintenant, imagine je suis un opérateur télécom et tu me conseillerais, pour aller dans le MSP, tu me conseillerais de commencer par quel produit? Lequel le plus accessible pour vraiment mettre un pied là-dedans? Mmh. Oui. Hem, alors c'est vrai qu'il y a plein de je pense que pour un opérateur télécom, le mieux, c'est de trouver des produits qui puissent venir mettre en complément ou en option de ses offres. Donc l'idée, c'est de trouver des choses qui soient quand même, je pense, assez faciles à vendre, pas trop compliquées à opérer, parce qu'ils ont pas toujours forcément des trucs hyper pointus, en interne. Donc par exemple, tu peux trouver des produits d'éducation à la cybersécurité, par exemple. Ça, c'est super facile, ça coûte pas très cher, tu peux marcher confortablement dessus. Et puis en plus, c'est souvent des impératifs pour les assurances cyber ou ce genre de choses. Donc hop, tu coches la case. Donc ça, c'est des trucs sympas. Bon, après, tu as tout ce qui est un peu au niveau de la sauvegarde. Mais tu vois, la sauvegarde, déjà, c'est des sujets. Bah, souvent, s'ils ont déjà une société d'IT, tu vois. Donc c'est vrai que c'est intéressant de trouver des trucs un peu entre les deux. Où tu mets pas trop les pieds dans les plates-bandes de l'autre. Mais après, faut voir aussi s'il est très, très compétent ou pas. Après, tu as tout ce qui tourne autour de. Après, je pense que vous le traitez dans nos télécoms, et tout ce qui est SASI, tu sais, la gestion des télétravailleurs, comment tu gères quelqu'un qui est en remote, mais pour que son accès puisse être sécurisé. Donc, tu as ces aspects-là aussi que tu peux regarder, tout ce qui tourne autour de la mobilité. Gestion de flotte mobile. Ça, typiquement, c'est des choses où les MSP sont pas forcément super les meilleurs, par exemple. Mmh. OK. Au moins, ça permet de facilement mettre le pied à l'étrier avec un VAD, apparemment. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. On pourrait continuer encore des heures, hein, j'imagine. Mais est-ce que tu avais un dernier mot à donner ou une info sur le BMSP pour conclure? Alors, je sais pas quand ton podcast sortira, mais on organise un petit roadshow Tour de France là, sur cette fin d'année 2024. Donc on va Lyon, Nantes, Paris. Voilà, vous trouverez les infos sur notre site bmsp.fr. Eh ben nickel, du coup je vais me dépêcher de sortir La l'émission. pression. La pression. Non, ça va, j'ai un peu quand même tempétisé le montage, donc ça va aller assez vite normalement. Je veux aussi dire que BMSP, ils organisent une super conférence à laquelle j'ai participé en tant que spectateur cette année-là, à la MSPCon. C'est vachement intéressant, ça vulgarise vraiment bien. Donc qu'on soit un commercial ou un technique, on peut comprendre ce qui est proposé. En plus, on était bien reçus. Voilà, c'est un bel événement. Merci Thomas. Merci pour le retour. C'est vrai que ça plaît généralement pas mal. C'est plutôt vers mois de juin en général. Ouais. Quand il fait beau. Oui. Super, bon bah merci beaucoup Thomas, à bientôt. Bientôt, merci.